L'île Dieu, petite île au large des côtes atlantiques françaises. Une simple tombe, ornée d'une dalle de granit blanc, est tournée vers l'intérieur des terres. Philippe Pétain, maréchal de France, héros de Verdun, traître condamné, 23 juillet 1951. Il est décédé à 95 ans, emprisonné sur cette île depuis 1945 pour collaboration avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans son testament, il demandait à être enterré à Verdun, parmi les soldats qu'il avait commandés pendant la Première Guerre mondiale. La France a refusé. 19 février 1973. Des extrémistes de droite ont pénétré par effraction dans le cimetière et ont volé son cercueil, pesant 770 kg, déclenchant une chasse à l'homme à l'échelle nationale. Comment un héros national peut-il devenir si controversé que sa sépulture soit vandalisée, son corps volé et son héritage débattu pendant des décennies? La réponse réside dans 2 guerres, 2 héritages et une nation incapable de les concilier. Mais cette chute dans le déshonneur a commencé par la gloire. 1916. Bataille de Verdun. La bataille la plus longue et la plus sanglante de la Première Guerre mondiale. Les forces françaises ont été confrontées à l'anéantissement face aux attaques allemandes incessantes. Le maréchal Philippe Pétain prit le commandement et stabilisa la défense avec la devise « Ils ne passeront pas ». Verdun a tenu bon. Pétain est devenu un héros national, le sauveur de la France. Après la guerre, il fut célébré, promu maréchal de France et vénéré par toute une génération. Sa réputation militaire était incontestable. Il incarnait la résilience, le courage et le sacrifice français. Dans les années 1930, Pétain était un homme d'État respecté, jouissant d'un large soutien politique. Dans son testament d'avant-guerre, il demandait d'être inhumé à l'ossuaire de Douaumont, près de Verdun, parmi les soldats qu'il avait commandés. Cela paraissait naturel, honorable, digne du plus grand héros militaire français, encore vivant. Mais juin 1940 a tout changé. La France tomba aux mains de l'Allemagne nazie en 6 semaines. Le gouvernement évacua à Bordeaux. Et Philippe Pétain, le héros de Verdun, accepta de diriger la France vaincue. Puis vint 1940 et tout changea. Juin 1940. Pétain devient chef de l'État français et instaure le régime de Vichy dans le sud de la France non occupée. Il estimait qu'un armistice avec l'Allemagne était nécessaire, que la poursuite de la résistance était futile et ne ferait qu'engendrer davantage de souffrances. Mais Vichy est allé au-delà de l'armistice. Le régime a activement collaboré avec l'Allemagne nazie. Le gouvernement de Pétain a promulgué des lois antisémites, participé à la déportation des Juifs vers les camps de concentration et fourni des ressources pour soutenir l'effort de guerre allemand. Pétain a promu le slogan « Travail, famille, patrie », se présentant comme une figure paternelle protégeant la France du pire. Ses partisans ont fait valoir qu'il avait protégé la France de politiques d'occupation plus sévères. Les critiques ont perçu une trahison. Août 1944, les forces alliées libèrent la France. Pétain s'enfuit en Allemagne, puis en Suisse. Avril 1945, il retourna volontairement en France, persuadé que l'histoire lui donnerait raison. Au lieu de cela, il fut immédiatement arrêté et inculpé de trahison et de collaboration avec l'ennemi. Après la libération, Pétain fut jugé. Juillet-août 1945. Le procès pour trahison de Pétain a captivé la France. Il avait 89 ans et est resté largement silencieux durant les débats. L'accusation a détaillé la collaboration de Vichy, les déportations et la trahison des valeurs françaises. La défense a plaidé qu'il avait sacrifié sa réputation pour protéger la France d'une brutalité nazie encore plus extrême, qu'il était un bouclier pour le peuple français. 15 août 1945. Verdict, coupable de trahison et de collaboration avec l'ennemi. Sentence, mort par peloton d'exécution. Mais Charles de Gaulle, reconnaissant l'âge de Pétain et son service pendant la Première Guerre mondiale, commua sa peine en emprisonnement à vie. Pétain fut envoyé au fort du Portalet dans les Pyrénées, puis transféré à l'île d'Yeu en 1945 en raison de sa santé déclinante.
Il vécut ses dernières années dans une maison privée sur l'île, dépouillé de ses honneurs militaires, condamné pour indignité nationale. Il avait 95 ans lorsqu'il est décédé. Le 23 juillet 1951, Pétain est mort. 23 juillet 1951, Philippe Pétain meurt à l'âge de 95 ans à Port-Joinville sur l'île d'Yeu. 25 juillet, il a été enterré au cimetière communal de Port-Joinville. La tombe était simple, une dalle de granit blanc surmontée d'une croix en bois entourée de tuyas et de cyprès. Fait inhabituel, la tombe était tournée dos à la mer, contrairement à toutes les autres, symbolisant sa conviction d'indignité nationale. Il fut enterré en uniforme militaire, avec l'inscription « Maréchal de France » gravée sur la pierre tombale, un compromis reconnaissant son service pendant la Première Guerre mondiale tout en maintenant sa condamnation pénale. Son épouse, l'ancien maréchal Weygand, et des proches collaborateurs étaient présents. Des pétitions ont immédiatement circulé pour exiger que sa dépouille soit transférée à Verdun, à l'ossuaire de Douaumont, conformément à ses dernières volontés. Le président Vincent Auriol a refusé. Les gouvernements suivants ont fait de même. La sépulture demeura sur l'île d'Yeu, loin de Verdun, loin de toute reconnaissance nationale. Mais la polémique ne s'arrêta pas là. Tout au long des années 1950 et 1960, des groupes d'extrême droite, des associations d'anciens combattants et des organisations pétainistes ont mené une campagne sans relâche pour la réinhumation de Pétain à Verdun. Ils ont fait valoir que son héroïsme durant la Première Guerre mondiale méritait une reconnaissance nationale, que son rôle au sein du régime de Vichy était complexe, défensif et mal compris. Les gouvernements français successifs ont rejeté toutes les pétitions. Le président Charles de Gaulle, qui avait commué la peine de mort de Pétain, maintint l'exil même après sa mort. Un retour en exil risquait de rouvrir les plaies de la guerre, de diviser la nation et de provoquer des troubles sociaux. L'opinion publique restait profondément divisée. Certains voyaient en Pétain une figure tragique, un héros qui a fait des choix impossibles dans des circonstances insupportables. D'autres ont mis l'accent sur sa collaboration active, son rôle dans les déportations, sa trahison fondamentale des valeurs françaises. En France, le souvenir de Pétain restait ambivalent, héros de Verdun ou traître de Vichy. Au début des années 1970, la haine et frustration des partisans de Pétain atteignit un point de rupture. En 1973, cette frustration se transforma en action. Nuit du 18 au 19 février 1973, un commando d'extrême droite de 6 hommes dirigé par Hubert Massol est arrivé sur l'île d'Yeu. Leur mission, voler le cercueil du maréchal Pétain et forcer le gouvernement à le transférer à Verdun. Le groupe a pénétré par effraction dans le cimetière de Port-Joinville à la faveur de la nuit. Ils ont exhumé la tombe, en ont extrait le cercueil doublé de plomb de 770 kg et l'ont chargé dans une camionnette. Ils se sont enfuis en ferry vers le continent. Le plan consistait à se rendre directement à Verdun et à réinhumer Pétain à l'ossuaire de Douaumont avant que les autorités ne puissent réagir. Mais des problèmes sont rapidement apparus. Une crevaison les a retardés. Des alertes policières ont été diffusées dans toute la France. Le vol a fait sensation dans les médias. Ils ont renoncé à leur projet de réinhumation immédiate et ont caché le cercueil dans un garage à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. Le 20 février, Massol a tenu une conférence de presse exigeant que le président Pompidou autorise son transfert aux Invalides en route vers Verdun. Il fut immédiatement arrêté. La traque du corps de Pétain commença. 22 février 1973. La police a récupéré le cercueil de Pétain dans le garage de Saint-Ouen, après l'arrestation et l'interrogatoire de Massol. Le président Georges Pompidou a ordonné le retour immédiat à l'île d'Yeu. Pas de transfert à Verdun, aucune concession aux extrémistes. Le cercueil a été ramené sur l'île par avion militaire. Une brève cérémonie religieuse a eu lieu. La dépouille de Pétain a été réinhumée dans la même tombe, toujours tournée vers l'extérieur. Pompidou a envoyé une couronne présidentielle, mais a rejeté toutes les demandes de déménagement. Le vol avait relancé le débat national. Pétain était-il un héros, un traître ou les deux?
La frénésie médiatique dura des semaines. Journaux, télévision, radio, tous débattaient de l'héritage de Pétain. Mais la position du gouvernement était claire et inébranlable. Pétain resterait sur l'Île-d'Yeu. Son exil après sa mort fut définitif. La France refusa de reconnaître sa mémoire par un transfert. Des décennies plus tard, sa tombe demeure un sujet de controverse. La tombe de Pétain se trouve toujours sur l'Île-d'Yeu. La simple dalle de granit blanc est toujours tournée vers l'extérieur. Mais la controverse n'a jamais pris fin. 2007. Des vandales ont brisé la croix et jeté des ordures sur la tombe. 2008. Le jour anniversaire de sa mort, le site a de nouveau été vandalisé. 2009. Lors des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, le président Emmanuel Macron a qualifié Pétain de grand soldat, provoquant l'indignation nationale et relançant les débats sur son héritage. Aucun gouvernement français n'a autorisé de relocalisation. Aucun transfert à Verdun n'a eu lieu. La tombe est visitée par des admirateurs qui y voient un héros tragique et par des critiques qui y voient un collaborateur qui méritait son sort. Le corps de Philippe Pétain repose toujours là où la justice française l'a placé en 1951, en exil, dos à l'honneur, symbolisant un héritage que la nation ne parvient toujours pas à résoudre. Héros et traîtres. Les deux, ni l'un ni l'autre, un sujet de débat éternel.